Merci Georges, on t'écoute. Ok, merci à toi et bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous, bien que je ne vous vois pas, mais bon, c'est pas grave. Le sujet, on avait pensé à la plèvre, et puis évidemment, comme vous imaginez, c'est un sujet qui est très très vaste. Donc j'ai essayé un peu de limiter les choses, et puis bon, on verra combien on aura le temps de pouvoir terminer, ou on fera des choix. Donc, je vais surtout m'intéresser donc à la prise en charge d'une atteinte pleurale en essayant de vous donner des éléments les plus récents possibles. On va faire un petit rappel physiologique et puis une approche diagnostique, et puis parler un peu des différents types d'épanchements. Et voilà. Donc, on y va. Alors, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses ici que vous connaissez. Un petit rappel. La cavité pleurale, c'est une cavité qui est limitée par les deux feuillets de la plèvre, qui sont le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. Et on voit sur le schéma que le feuillet viscéral, donc qui est en marron, il épouse carrément les poumons en pénétrant dans les scissures. Et puis il se continue au niveau des îles par le feuillet pariétal qui lui va épouser le médiastin, puis la paroi thoracique et puis le diaphragme. Et donc cette plèvre pariétale, elle va se diviser en plèvre médiastinale, plèvre costale et plèvre diaphragmatique. Et entre les deux, on a une cavité pleurale. Cette cavité pleurale contient habituellement quelques cc de liquide qui se renouvellent de façon continue plusieurs fois par jour. Et il se renouvelle comment? Il se renouvelle parce qu'il y a un genre de circulation du liquide. Alors sur ce schéma, vous voyez schématiser un peu la cavité pleurale qui est au milieu en blanc, et puis on a les deux feuillets pleuraux, viscéral à votre droite et pariétal à votre gauche. Et donc il y a des pressions qui interviennent. Donc d'abord la pression hydrostatique, qui est la pression, si on peut dire, mécanique, qui existe à l'intérieur des capillaires de ces feuillets pleuraux, et qui va pousser, si on peut dire, le liquide à sortir des capillaires vers la cavité pleurale. Et vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont 30 pour les capillaires de la plèvre pariétale et 24 pour les capillaires de la plèvre viscérale. Et cette action de la pression hydrostatique, elle est majorée par la pression négative qui existe à l'intérieur de la plèvre, qui est ici sur le schéma fixé à -5. Et donc, à un instant donné, la pression hydrostatique qui fait sortir le liquide de la plèvre pariétale est de 35 sur la flèche bleue et de 29 au niveau de la plèvre viscérale. À l'inverse, à l'opposé, si on peut dire, il y a la pression oncotique qui est la pression des protéines. Ces protéines qui vont elles retenir le liquide et retenir les petites molécules là où elles existent. Et donc, vous voyez qu'au niveau des capillaires, on a une pression oncotique qui est de 34. Et cette pression de 34, en fait, elle retient le liquide, elle l'empêche de sortir des capillaires, de même que la pression dans le liquide pleural, il y a un peu de protéines, donc il y a une pression oncotique qui est évaluée à +5, et donc le résultat de ces pressions oncotiques, c'est qu'on a un flux qui va de la cavité pleurale vers les capillaires, qui est évalué à 29. Et on remarque immédiatement que au niveau de la plèvre viscérale, le 29 est égal au 29, et donc il n'y a pas ou très peu de circulation de sang qui sort de la plèvre vers la cavité ou vice-versa, alors qu'au niveau de la plèvre pariétale, on a quand même une pression qui est supérieure, la pression qui tend à faire sortir le liquide vers la cavité est supérieure de quelques millimètres d'eau, donc 35 par rapport à 29, et donc on a une production, si on peut dire, on a du liquide qui va passer de la plèvre pariétale la cavité pleurale, et ce liquide-là va être réabsorbé par la plèvre pariétale principalement au niveau des lymphatiques de la plèvre pariétale, comme vous voyez sur le schéma en bas à gauche.
Et donc, cette circulation-là fait que le liquide est renouvelé de façon continue. Alors, ce qui se passe quand on a un problème au niveau de la plèvre, on peut avoir donc différents mécanismes qui peuvent survenir seuls ou associés. Donc, si la pression hydrostatique est perturbée et qu'elle augmente pour une raison ou pour une autre, on va avoir une augmentation donc de la pression qui va pousser le liquide plus vers la cavité pleurale. De même, si la pression oncotique diminue, de même, on aura le liquide qui va être relâché, si on peut dire, parce qu'il n'est plus retenu par les protéines, par la pression oncotique des protéines, et donc il va s'accumuler dans la cavité pleurale. Si la plèvre est enflammée, donc elle va devenir perméable, elle va laisser passer du liquide beaucoup plus facilement. Et enfin, si les autres lymphatiques sont obstrués, le liquide ne pourra pas être réabsorbé ou sera beaucoup moins bien réabsorbé. Et tous ces mécanismes donc vont pouvoir expliquer pourquoi on a une accumulation de liquide dans la cavité pleurale dans des situations particulières pathologiques. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'on a donc un épanchement pleural qui se fera selon un ou plusieurs de ces mécanismes. Alors, comment allons-nous approcher un épanchement pleural pour essayer d'aboutir au diagnostic? Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si je vais trop vite, si je... Non, je crois que ça va bien, Georges. D'accord, ok. Alors, tout le monde sait, je pense, que la première étape, le premier élément, la première mesure qu'on prend devant un épanchement pleural habituellement, c'est de faire une ponction pleurale. Cette ponction pleurale qu'on appelle exploratrice, parce qu'elle va nous permettre de retirer du liquide et d'étudier ce liquide pour savoir si c'est un transsudat ou un exsudat. Alors, voyez sur la case verte où on a les critères de Light, donc qui a décrit ces critères, à partir desquels on peut déterminer l'exsudat ou le transsudat. Donc, vous voyez que si on a des protéines pleurales qui sont sur les protéines sanguines qui sont supérieures à 0,5, le rapport est supérieur à 0,5. Si on a le rapport de la lacticodéshydrogénase pleurale sur la lacticodéshydrogénase sanguine supérieur à 0,6, ou bien si on a un taux de lacticodéshydrogénase pleurale supérieur à aux 2/3 de la normale, à ce moment, on peut dire que ce liquide est un liquide exsudatif, c'est-à-dire qu'il va contenir des protéines en quantité plus importante. Et vous voyez qu'un exsudat, dans la case bleue, donc de droite, en général, il est secondaire à une inflammation de la plèvre. Et cette inflammation de la plèvre, elle peut être due à des mécanismes très variés, avec tous les médiateurs qui sont décrits. Je ne sais pas s'il y a tous les jours, il y en a qui sont décrits. Mais finalement, cette inflammation va rendre la plèvre perméable, et donc les protéines vont passer, les cellules pourront passer, le liquide pourra passer. Et le fait qu'on ait des protéines qui s'accumulent dans la cavité pleurale va perturber encore plus l'équilibre des pressions oncotiques. Et donc on aura, si vous vous rappelez les mécanismes dont on a parlé, on aura donc la plèvre qui est devenue perméable et en même temps on aura une perturbation de l'équilibre des pressions oncotiques. Là, on a très peu de protéines. Pourquoi? Parce que la plèvre est toujours imperméable ou semi-perméable et donc les protéines ne peuvent pas passer. Par contre, on a un déséquilibre de ces pressions dont on a parlé et donc l'équilibre de pression est en faveur de l'accumulation de liquide dans la cavité pleurale, soit par augmentation de la pression hydrostatique, soit par diminution de la pression oncotique. Et donc ici, j'ai mis en parenthèse, par exemple, les protéines qui diminuent, comme dans l'insuffisance hépatique, comme dans le syndrome néphrotique, comme dans les états de malnutrition sévère. On aura l'occasion dans quelques minutes de les voir plus en détail. Donc voilà cette première approche, cette ponction qu'on va faire et qui va nous donner déjà des renseignements importants sur le diagnostic possible. Alors, voyez ici, donc ça c'est les critères de Light standard. Vous avez vu au milieu, je l'ai mis en vert. Ça nous permet de savoir exsudat ou transsudat. Et puis,
parfois c'est pas clair, c'est un peu, les valeurs sont assez limites. Et il y a d'autres paramètres qui nous permettent de séparer, de différencier un exsudat d'un transsudat. Donc vous voyez que l'aspect du liquide en général, il est plus épais, il est plus trouble quand c'est un exsudat que quand c'est un transsudat. Le poids spécifique est plus important. Les protéines sont la proportion de protéines est plus importante. Le cholestérol est plus important, plus que 50 mg par décilitre dans un exsudat. En radiologie même, la densité radiologique au CT scan peut-être est plus élevée. Est plus élevée dans un exsudat. Et enfin, on a un gradient de l'albumine sanguine par rapport à l'albumine pleurale qui est bas, qui est faible dans l'exsudat. Donc, c'est des critères qui nous permettent de mieux préciser la nature de notre épanchement. Et puis, cette fonction pleurale exploratrice, parfois, elle nous permet de poser le diagnostic sans faire des choses réellement en plus. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, si le liquide, si c'est du pus qu'on retire, s'il y a des neutrophiles altérés à l'intérieur du liquide, si l'odeur est fétide, si on a une coloration de grammes qui est positive, une culture qui est positive, donc on peut poser le diagnostic d'AMPIEM assez facilement. Deuxième exemple, si on met en évidence des bacilles acido-alcoolorésistants, au-dessus c'est Bangui, et en haut à droite. Est-ce que ça va? En haut à droite. Oui, ça va. Oui, très bien. Okay. Continue. Ok. Donc, si on met en évidence des bacilles acido-alcoolorésistants, si on met en évidence des bacilles de Koch à la culture, bon, le diagnostic de tuberculose est posé. Si on met en évidence un taux de créatinine pleurale très élevé, on peut poser le diagnostic d'urinothorax, donc avec de l'urine dans la cavité pleurale dans certaines lésions. Si on met en évidence des chylomicrons ou des triglycérides, on pose le diagnostic de chylothorax. Un taux d'amylase salivaire très élevé avec un pH bas, une rupture de l'œsophage. Une hématocrite pleurale très élevée avec un rapport d'hématocrite pleurale sur sanguine supérieur à 0,5. Le diagnostic d'hémothorax. Protéines très basses, glucose pleurale très élevée, dialyse péritonéale ayant provoqué un épanchement pleural, le taux de bêta-2 transférine dans le liquide pleural qui nous permet de savoir qu'il y a du liquide dans la cavité pleurale qui provient du liquide céphalorachidien. Donc, c'est des exemples que j'ai trouvés intéressants parce que finalement, avec tout simplement l'analyse du liquide, on peut aboutir à un diagnostic, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, comme on va le voir. Alors, quels sont les épanchements qui sont les causes les plus fréquentes d'épanchement? Parce que finalement, je devais faire un choix. Et donc, ici, vous voyez qu'on a l'insuffisance cardiaque en rouge, qui est pratiquement autour de 20%. On a les maladies malignes, donc les métastases pleurales, qui est autour de 30%. Et puis, on a les infections, qui est aussi autour de 30%. Ça représente pratiquement, ces trois grands groupes représentent la majorité des causes, des étiologies d'épanchements pleuraux. J'ai ajouté à côté l'épanchement pleural dû à l'embolie pulmonaire. Comme d'habitude, l'embolie pulmonaire, c'est un diagnostic qui est toujours compliqué, auquel on ne pense pas toujours. Et donc ici, j'ai trouvé que c'était important d'insister sur le fait que devant tout épanchement pleural dont je n'ai pas d'explication, il faut penser à l'embolie pulmonaire. Vous voyez que c'est fréquent d'avoir un épanchement pleural avec les embolies, 20 à 55% selon les séries. Et donc, ces embolies s'associent à un épanchement pleural. Évidemment, plus l'embolie est sévère et plus elle s'associe à un infarctus pulmonaire, plus il y aura un épanchement pleural associé. Un élément intéressant, c'est que la dyspnée du malade est souvent beaucoup plus importante que ce qu'on se serait attendu à avoir avec l'abondance de liquide. Donc, l'abondance de liquide est moins importante que la dyspnée qui, elle, est en relation
aussi avec l'embolie pulmonaire sous-jacente. Deuxième point intéressant, c'est qu'il faut pas oublier que quand on a un épanchement pleural, c'est pas obligatoirement secondaire à une seule cause, à une seule étiologie, mais on peut avoir plusieurs étiologies associées, et ce n'est pas, disons, une proportion faible, c'est pratiquement 30%, ce qui n'est pas peu. Donc voilà. Alors maintenant, je vais commencer par les épanchements transsudatifs. Et dans ces épanchements transsudatifs, comme on a vu, bon, c'est des problèmes d'équilibre de pression, et c'est souvent des pathologies qui sont extrapulmonaires. On a vu le cœur, le foie, le rein, le système digestif. Et donc ici, il y a un élément important, c'est la collaboration entre différents spécialistes. Donc une approche qui parfois a besoin d'être multidisciplinaire pour pouvoir prendre en charge ces épanchements de la meilleure façon que ce soit. L'insuffisance cardiaque est vraiment une cause très fréquente d'épanchement transsudatif, la plus fréquente des causes d'épanchement transsudatif, avec une prévalence qui peut être très élevée. Dans certaines séries, même, on atteint 100%. J'ai vu des séries dans lesquelles tous les épanchements transsudatifs de la série étaient secondaires à l'insuffisance cardiaque. Bon, ça change selon les séries. Et vous voyez que 87% des insuffisances cardiaques ont un épanchement qui est associé, si on fait des scans, donc dans une des séries que j'ai vues, donc en faisant des scans à tous les malades insuffisants cardiaques, on retrouve pratiquement dans une très grande majorité un épanchement pleural. Alors pour compliquer les choses, parfois ce n'est pas classé comme exsudat. Vous voyez que même le quart des cas sont faussement classés comme exsudat, et ça arrive surtout si le malade est traité par des diurétiques. Dans ce cas, on peut utiliser le gradient d'albumine. Et voyez que si j'ai un malade qui a une insuffisance cardiaque, qui a un épanchement pleural, et que l'épanchement pleural semble être un exsudat, je peux m'aider du taux d'albumine à l'intérieur du liquide pleural, le comparer avec l'albumine sanguine, et si la différence entre les deux est plus que 1,2 g par décilitre, à ce moment, c'est un transsudat. Donc c'est un élément, le dosage d'albumine dans le liquide pleural est un élément utile pour retrouver des transsudats faussement diagnostiqués exsudats en cas d'insuffisance cardiaque. Deuxième élément, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il faut toujours se dire, est-ce qu'il y a autre chose, un insuffisant cardiaque? Bon, il peut avoir un épanchement transsudatif à cause de son épanchement cardiaque, mais il peut aussi faire un épanchement parce qu'il a un cancer du poumon associé, ou parce qu'il a fait une embolie pulmonaire, ou autre chose. Donc, toujours garder en tête la possibilité d'étiologie associée. Un dosage très utile dans l'insuffisance cardiaque, c'est la pro-BNP, qui est très élevée dans le liquide pleural et qui est caractéristique de l'épanchement dû à une insuffisance cardiaque. En gras, je vous ai mis que, bon, c'est pratiquement la seule situation quand on parle à nos étudiants de quatrième année, on leur dit un épanchement pleural, il faut toujours le ponctionner, sauf si c'est un malade qui a un tableau d'insuffisance cardiaque évident, donc cardiomégalie, que l'épanchement est bilatéral. À ce moment, c'est inutile de ponctionner parce que pratiquement, ça ne peut être que ça. Mais si on n'a pas de cardiomégalie, par exemple, il faut explorer. Vous voyez que pratiquement dans une série de 78 épanchements pleuraux bilatéraux, il y a moins de 4% qui sont dus à une insuffisance cardiaque quand il n'y a pas de cardiomégalie. Donc le fait de dire épanchement pleural bilatéral, c'est vrai qu'on pense à insuffisance cardiaque assez facilement, mais il faut toujours associer ça à la cardiomégalie. Sinon, il faut explorer, il faut ponctionner. Et deuxième cause, c'est l'inverse aussi. On a tendance à se dire qu'un épanchement pleural unilatéral, bon, ce n'est peut-être pas cardiaque, mais vous voyez qu'on a 16% à partir de plus de 700 épanchements, 16% étaient dus à l'insuffisance cardiaque et étaient droits unilatéral, alors que 7% étaient unilatéral
à gauche. Donc, ponctionner facilement et vraiment éviter la ponction au malade vraiment dans les cas qui sont vraiment clairs. Alors, cet épanchement pleural dû à une insuffisance cardiaque, en général, dans la majorité des cas, il se règle par le traitement de l'insuffisance cardiaque et en général, en quelques semaines, en général 2 semaines dans la majorité des cas. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est heureusement la règle. Malheureusement, parfois, l'épanchement persiste. Et quand l'épanchement persiste, il va falloir penser à une autre étiologie. Et puis, s'il n'y a pas d'autre étiologie, on va rentrer dans la démarche de prise en charge de l'épanchement chronique de l'insuffisance cardiaque, où on va être parfois obligé de ponctionner le malade à répétition en vidant à chaque fois un peu de liquide pour soulager le malade. Alors, la pleurodèse au talc, par le drain ou par thoracoscopie, le cathéter pleural tunnelisé, tout ça, c'est des techniques qui sont très bien connues et très bien reconnues aussi dans les épanchements exsudatifs, principalement les épanchements néoplasiques. Dans les épanchements transsudatifs, c'est beaucoup moins fréquent, mais on peut les utiliser vraiment chez des malades où on a un épanchement qu'on n'arrive pas à régler. Le malade, pratiquement, il étouffe tout le temps, on vide du liquide et ça se remplit de nouveau très rapidement. On a tendance à préférer le cathéter tunnelisé. C'est moins agressif chez des sujets qui sont vraiment très limites du point de vue cardiaque. Et le cathéter tunnelisé peut, dans un certain pourcentage de cas, se compliquer, j'allais dire, d'une pleurodèse. C'est-à-dire que quand on met un cathéter tunnelisé, on peut avoir, après quelques semaines, une pleurodèse qui survient et qui nous permet d'enlever le cathéter. Deuxième épanchement transsudatif fréquent, c'est l'hydrothorax hépatique, donc qui est un épanchement associé à la cirrhose. Vous voyez que c'est chez les cirrhotiques, 5 à 10% des cirrhotiques ont un épanchement pleural et 80% sont associés avec de l'acide. Les mécanismes ici sont un peu plus compliqués. D'abord, il y a un gradient de pression entre la plèvre et le péritoine. La pression dans la plèvre étant plus négative que dans le péritoine, elle va attirer le liquide d'acide vers elle. Et puis, il est possible aussi d'avoir comme des hiatus, des trous, des orifices dans le diaphragme et qui vont favoriser le passage du liquide à travers le diaphragme. Et ça se passe surtout à droite, dans 80% des cas. La présence d'un épanchement pleural chez un malade cirrhotique est de mauvais pronostic. Vous voyez que la survie à 1 an est moins que 50%. Il faut toujours faire une ponction ici, par contre, parce que, d'abord pour éliminer d'autres diagnostics, et ensuite parce que les épanchements pleuraux chez le cirrhotique peuvent se compliquer par un empyème bactérien spontané, un peu comme les péritonites bactériennes spontanées. Et donc c'est important de diagnostiquer ça rapidement parce que c'est quand même une complication qui peut être grave. De plus, dans l'atteinte hépatique, l'atteinte cirrhotique, on peut avoir un chylothorax suite à des perturbations de la pression au niveau de la circulation porte qui va augmenter la circulation du canal thoracique et donc on peut avoir accumulation de chyle de liquide lymphatique dans la cavité pleurale. Alors, la prise en charge, ici, on a quand même, donc toujours la ponction pleurale évacuatrice, traiter la cirrhose, évidemment, mais ici, si c'est un épanchement réfractaire, la transplantation hépatique est quelque chose qui est relativement plus fréquent à faire, qui peut être utilisé pour traiter la cirrhose, ce qui va a priori régler l'épanchement. On peut faire un shunt portosystémique intrahépatique par voie transjugulaire, ou bien on peut même arriver à faire une réparation chirurgicale du diaphragme dans les cas très sévères pour éviter la survenue de l'épanchement pleural. La pleurodèse au talc ici est très risquée et le cathéter pleural tunnelisé donne des résultats variables avec
assez fréquemment des complications. Il faut dire que les séries, le nombre de cas qui sont publiés est faible, et donc c'est vraiment des résultats qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais déjà, c'est clair que c'est une des techniques qui sont plus agressives chez des malades cirrhotiques, donc il faudra faire attention. Troisième situation qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle en anglais le trapped lung, ou le poumon piégé ou entrappé dans une membrane fibreuse. Alors, dans les inflammations pleurales chroniques, dont la tuberculose par exemple aussi, on peut avoir une fibrose, une membrane fibreuse qui va carrément épouser, qui va fibroser la plèvre viscérale, et cette membrane va empêcher le poumon de s'expandre d'un côté, parce qu'elle va être rigide, et d'un autre côté, ça va créer une pression pleurale qui va être très négative, puisque le poumon ne va plus s'expandre. Et cette pression pleurale négative va favoriser la survenue donc d'un déséquilibre au niveau des pressions hydrostatiques, et à partir de là, d'un épanchement pleural transsudatif. Alors, voyez que je précise que cet épanchement pleural peut être exsudatif au début de l'évolution. Donc, quand on est encore au stade où la membrane fibreuse est en train de se constituer, on est dans une situation d'inflammation pleurale, et donc on peut avoir un exsudat au début qui va progressivement devenir un transsudat. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic? Alors, d'abord, il faut toujours y penser quand on fait une ponction et que le liquide ne sort pas. On est sûr qu'il y a du liquide, mais ça ne sort pas. Et si on essaye de forcer, le malade a mal. Parce qu'en fait, le liquide, il est dans une cavité où la pression est négative, donc on ne peut pas le faire sortir. Ou bien alors, on fait carrément un hydropneumothorax, parce qu'il y a de l'air qui est rentré dans la cavité pleurale. Deuxièmement, bon, c'est un transsudat, ça c'est rien de particulier. Troisièmement, la pression pleurale est négative, et quand on essaye de vider, elle devient encore plus négative, et on va voir tout de suite dans la diapo prochaine comment on va faire ça. Et finalement, le scan peut, surtout si on a eu un pneumothorax par exemple, si on fait un scan après, on va voir que la plèvre viscérale est épaissie sur le scan. Ça va nous permettre de savoir donc qu'il y a quelque chose, une fibrose de cette plèvre viscérale. Alors, voyez ici, dans un épanchement à gauche, donc le cas A, à votre gauche, quand on mesure la pression à l'intérieur de la cavité pleurale, voyez que la pression, d'abord, elle est positive à certains moments, au-dessus de 0, et quand on tire du liquide, la pression devient négative, et puis elle se stabilise, et donc la diminution de la pression à l'intérieur de la plèvre, elle est vraiment très faible. Dans le cas B, c'est un poumon qui commence à être entrappé, et vous voyez que ici, la pression de base, elle est encore un peu positive, mais quand on va essayer de retirer du liquide, la pression va devenir plus négative, et elle va être de plus en plus négative, et vous voyez que la différence entre le début et la fin va être beaucoup plus importante. Et finalement, dans le cas C, donc où le poumon est carrément entrappé, ici, vous voyez que pratiquement dès qu'on commence à essayer de retirer un peu de liquide, la pression intrapleurale devient très négative, et elle est initialement aussi négative. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le malade va avoir mal quand je vais essayer de tirer du liquide. Le malade va sentir une douleur, un poids thoracique à cause de la pression intrapleurale qui va devenir très négative. Et donc, de cette façon, je vais poser le diagnostic, confirmer le diagnostic. Évidemment, s'il n'y a pas de symptômes, ou si le malade tolère avec des symptômes, très peu de symptômes, il faut rien faire. Évacuer le liquide ne sert à rien. Au contraire, ça va être gênant pour le malade. Et puis, même si on arrive à évacuer du liquide, il va se remplir très rapidement de nouveau. Le cathéter pleural tunnelisé peut être une option, mais il y a très peu d'évidence dans la littérature. Et finalement, en désespoir de cause, si vraiment on est dans une situation dramatique pour le malade, on peut envisager de faire une décortication pleurale. Évidemment, la décision dépendra aussi de l'étiologie de ce problème.
Alors, beaucoup moins fréquemment des épanchements transsudatifs. Bon, vous voyez, je les ai cités juste pour les mettre. Syndrome néphrotique. Souvent, c'est assez rare d'avoir un épanchement pleural seulement suite à un syndrome néphrotique. Habituellement, on a le syndrome néphrotique qui est associé à une insuffisance cardiaque ou associé à une cirrhose. Et donc, ça complique un peu, ça rend les épanchements plus importants. Vous voyez, dialyse péritonéale, urinothorax, on en a déjà parlé, les shunts ventriculo-pleuraux, la migration d'un cathéter central dans la cavité pleurale, le glycinothorax qui est le résultat d'un lavage de la vessie par des produits qui contiennent de la glycine, et on a donc du passage du liquide dans le péritoine puis dans la cavité pleurale. La maladie véno-occlusive pulmonaire peut s'associer à un épanchement pleural transsudatif. Et puis j'ai mis ça un peu à part, une atteinte maligne, un cancer, une métastase pleurale peut dans certains cas donner un transsudat si elle obstrue les lymphatiques avant d'avoir une atteinte pleurale directe, si je peux dire. Donc, on peut avoir par obstruction lymphatique néoplasique des transsudats qui sont secondaires à des métastases. Alors maintenant, dans les épanchements exsudatifs, j'ai choisi deux types d'épanchements dont je vais parler parce que je pense qu'on ne pourra pas sinon parler de tout. C'est un sujet, la plèvre, c'est vraiment énorme comme sujet. Donc les épanchements pleuraux malins et les épanchements pleuraux tuberculeux. Je vais commencer par l'épanchement pleural malin. L'épanchement pleural malin, le plus fréquemment, il est secondaire à un cancer du poumon. Vous voyez, 30% des épanchements pleuraux malins sont secondaires à un cancer du poumon, soit directement, soit par des problèmes associés au cancer. Il ne faut pas oublier qu'un cancer du poumon, ça peut s'associer à une embolie pulmonaire qui peut, elle, donner l'épanchement. Ça peut obstruer une grosse bronche et donner un collapsus pulmonaire, ce qui peut s'associer à un épanchement. Et donc, gardez en tête que il faut vraiment préciser si l'épanchement est vraiment par envahissement de la plèvre ou. Alors, vous voyez que tous les cancers peuvent se compliquer d'épanchements pleuraux. 15% des cancers se compliquent d'épanchements pleuraux. Et les plus fréquents, vous voyez, le sein, les lymphomes, les cancers gynécologiques, ovaires, et le mésothéliome. C'est assez fréquent, 150 000 cas par an aux États-Unis, 100 000 cas en Europe. C'est un problème qui est assez fréquent. Comme je vous l'ai déjà dit, cette atteinte peut se faire soit par infiltration directe, soit par voie hématogène, on a l'arrivée des cellules néoplasiques, soit par voie lymphatique, soit par blocage des lymphatiques. Alors, un élément ici que j'ai trouvé intéressant et qui est relativement récent, c'est que on s'est rendu compte que finalement, on a 35 à 60% des malades qui ont des métastases qui développent un épanchement. Il y en a pratiquement presque la moitié, 40-45%, qui ne développent pas d'épanchement malgré la présence de métastases. Et là intervient un concept plus récent qui est le concept de l'impact de la relation entre l'hôte et la tumeur, ou de la tumeur avec l'hôte. Et cette relation-là va déterminer si on a développement d'un épanchement ou pas par atteinte de la plèvre. Malheureusement, quand on a un épanchement, le pronostic est plus mauvais que quand il n'y a pas d'épanchement. Alors, c'est quoi cette relation tumeur avec l'hôte? Alors, en fait, de plus en plus, on met en évidence que les cancers, principalement, donc, peuvent sécréter des médiateurs qui vont venir intervenir au niveau de la plèvre. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on peut avoir hyperproduction de liquide parce que les vaisseaux sont devenus hyperperméables à cause de la présence de molécules qui, certaines, stimulent l'inflammation pleurale, donc interleukine 1, TNF, interféron, stimulent l'angiogénèse tumorale, donc on a des molécules qui vont stimuler le fait que les vaisseaux augmentent dans la tumeur, comme l'angiopoïétine 1 et 2, modifient la perméabilité vasculaire
par le biais de facteurs, donc comme le facteur donc de croissance endothéliale vasculaire, comme les métalloprotéinases, l'ostéopontine, etc. Donc la tumeur, par le biais de ces médiateurs qu'elle va sécréter, va interférer avec l'hôte et provoquer l'apparition d'un épanchement. Les mastocytes peuvent intervenir aussi en modifiant la perméabilité vasculaire. Et puis le rôle des mutations aussi. Donc certaines mutations, quand elles sont présentes, vont s'associer à plus d'épanchement que si elles n'existent pas. Alors par exemple, la mutation KRAS est une mutation qu'on retrouve fréquemment pour les métastases pleurales à distance, alors que le GFR va être plus retrouvé dans les cancers qui métastasient par infiltration directe. Donc, et puis les mutations ne vont pas être les mêmes au niveau du cancer qu'au niveau de la plèvre. Donc vous voyez que finalement beaucoup de choses qui ne sont pas encore vraiment, dont le rôle de chacune n'est pas vraiment clarifié à 100%, mais ça bouge beaucoup au niveau des mécanismes de survenue et de développement de l'épanchement pleural dans le cadre d'un cancer. Comment va-t-on faire le diagnostic? Alors, la ponction pleurale exploratrice, évidemment. Malheureusement, c'est un exsudat lymphocytaire, rien de spécifique. On peut parfois mettre en évidence des cellules néoplasiques. C'est pas vraiment très fréquent, c'est autour de 50 à 60%, où on peut à ce moment avoir un diagnostic de malignité au niveau des cellules du liquide, mais très souvent, surtout dans les cancers qui sont comme le lymphome par exemple, où il nous faut, ou quand on veut vraiment typer le cancer de façon précise, on a besoin de fragments, on a besoin de biopsies. Et donc la ponction exploratrice est très rarement suffisante pour vraiment avoir un diagnostic complet de notre métastase pleurale. On peut poser le diagnostic de métastase, mais on ne peut pas vraiment avoir un diagnostic complet de cette métastase. Il faudra pour cela s'aider par des biopsies. Alors on peut faire une biopsie pleurale à l'aiguille, la biopsie à l'aveugle, à l'aiguille d'Abrams par exemple, qui a une rentabilité qui est très faible dans les épanchements malins, parce que comme vous savez c'est une biopsie qui est faite à l'aveugle et que le cancer, lui, les métastases, on ne sait pas vraiment où elles sont, donc on peut facilement ne pas avoir un fragment qui est atteint par la malignité. Par contre, les biopsies pleurales guidées soit par échographie, soit par scan, sont devenues quelque chose de beaucoup plus admis maintenant, parce que la rentabilité augmente de façon très importante. On passe pratiquement de 30-40% à 70-80% si on fait des biopsies guidées par une technique d'imagerie, que ce soit le scan ou l'échographie. Thoracoscopie médicale, évidemment, quand on va rentrer, on va regarder, on va voir où sont les lésions, on va les biopsier directement. Elle est préférée à la thoracoscopie par voie chirurgicale, surtout chez des malades qui sont souvent assez fatigués, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux toléré par le malade. Les biomarqueurs, j'ai mis parce qu'il y a beaucoup de travaux, mais c'est encore des points d'interrogation. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressort de façon claire et qui peut nous apporter quelque chose dans notre pratique quotidienne. L'aspect au niveau du scan peut être utile. Alors vous voyez, je vous ai mis les aspects qui sont très évocateurs. Donc un épaississement pleural, surtout s'il est circonférentiel, donc si on met en évidence un épaississement de la circonférence du poumon, c'est très évocateur de néoplasie, de malignité. Si on a des lésions pleurales localisées aussi, mais voyez que malgré ça, la sensibilité reste faible. On peut améliorer la sensibilité en faisant un PET scan associé au scan. Vous voyez que la sensibilité passe à 93%, mais à ce moment-là, on tombe dans les faux positifs, surtout il y a que beaucoup de pathologies pleurales inflammatoires vont donner du positif au PET scan, et donc ça va vraiment ne pas être suffisant. Et au jour d'aujourd'hui, l'imagerie pleurale ne suffit pas à elle seule pour poser un diagnostic de malignité. On a toujours besoin de faire
des prélèvements et d'avoir des résultats histo ou cytopathologiques. Le pronostic. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer le pronostic? Déjà, le fait d'avoir un épanchement pleural, c'est de mauvais pronostics, ça c'est clair. Maintenant, j'ai trouvé ce score qui est intéressant et qui est facile à faire et qui peut donner une idée du pronostic, qui est le score de Lent. Donc, ce score, il consiste à quoi? Il consiste à voir, donc, vous voyez, à gauche, donc le calcul du score qui est relativement facile. On a le taux de LDH. Donc, moins que 1500, c'est 0, plus que 1500, c'est 1. Le statut de performance de l'ECOG, donc qui est l'école européenne, donc d'oncologie, 0, 1, 2, 3, 4, qui est détaillé à droite. Le rapport des neutrophiles sur les lymphocytes dans le liquide pleural et le type de la tumeur. Et voyez que quand le score est plus que 5, 6, 7, le pronostic est très mauvais. La survie est très faible et entre 0 et 1, le risque est très faible, le pronostic est meilleur. Donc voilà, c'est un truc qui peut nous orienter un peu pour savoir le pronostic de cet épanchement. Comme le pronostic est mauvais, évidemment, on est souvent amené à faire du palliatif dans la prise en charge des épanchements pleuro-malins. Évidemment, on va traiter le cancer primitif, mais malheureusement, le traitement des cancers primitifs, jusqu'à aujourd'hui, il est peu efficace, il est rarement et peu efficace sur les épanchements associés. Donc, on va être amené à faire des ponctions pleurales évacuatrices, qu'on peut être amené à répéter, et finalement, c'est peut-être le plus simple pour le malade quand l'épanchement tarde à se reconstituer. Donc, ponctionner un malade qui a un cancer avec métastase pleurale une fois chaque 2 mois ou chaque 3 mois, bon, ça peut être quelque chose d'acceptable. Malheureusement, parfois, on est obligé de faire beaucoup plus parce que l'épanchement se reconstitue très rapidement. Et donc, on peut être amené à faire une pleurodèse en drainant le malade ou bien en faisant une pleurodèse par thoracoscopie ou bien à mettre un cathéter pleural tunnelisé. Et ici, il y a les nouvelles recommandations de la Société américaine thoracique qui sont sorties en 2018, donc, dans la prise en charge des épanchements pleuro-malins. Ils posent des questions et ces questions donnent des réponses assez intéressantes pour la prise en charge de l'épanchement malin. Vous voyez, la première question, si j'ai un épanchement pleural malin ou que je le suspecte, l'échographie doit-elle être utilisée pour guider les interventions? Oui. Donc, comme je vous disais, le fait de se guider par l'échographie est quelque chose qui est devenu maintenant de la routine. Malheureusement, c'est pas toujours accessible, mais maintenant, quand c'est accessible, on ne fait plus de ponction pleurale sans avoir une échographie. On ne fait plus de prélèvements pleuraux sans avoir une échographie. Quelque part, malheureusement, ça nous fait perdre la main, entre guillemets, pour les gens qui sont habitués à faire des ponctions sans échographie, mais bon, c'est la rançon du progrès. Alors, la deuxième question, alors vous voyez, on a un épanchement pleural malin symptomatique, est-ce qu'il faut que je draine? Alors, asymptomatique, excusez-moi, donc si l'épanchement est asymptomatique, je n'ai pas besoin de le drainer. Donc, j'ai un épanchement pleural métastatique chez un malade qui a un cancer. Le malade ne se plaint de rien. Je lui fiche la paix et je ne fais pas de geste agressif au niveau de la plèvre. Maintenant, s'il est symptomatique, à ce moment, il faudrait mieux faire une ponction pleurale évacuatrice d'abord. Et cette ponction pleurale évacuatrice va me permettre, de soulager le malade, mais aussi elle va me permettre de savoir si le poumon serait expand ou pas, et si c'est nécessaire de rechercher un poumon entrapé, de faire des mesures de pression, parce que finalement cette réexpansion du poumon, elle est très importante à prendre en considération si j'envisage de faire une pleuroscopie, une pleurodèse par exemple. Et puis il continue dans la foulée. L'épanchement est symptomatique, le poumon s'expand de façon normale,
il n'y a pas eu de traitement au préalable, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise un cathéter tunnelisé ou est-ce que je fais une pleurodèse chimique? Alors ici, il dit, on peut utiliser les deux. Ça dépend vraiment de chacun, à quoi on est habitué, du malade, etc. Si je dois faire une pleurodèse au talc, la cinquième question, est-ce que j'utilise du talc en poudrage ou bien je mets du talc directement dans le drain? Il ne semble pas qu'il y ait une différence entre les deux, donc on peut faire les deux. Maintenant, si l'épanchement est symptomatique et le poumon ne se réexpand pas, ou bien si la pleurodèse a échoué, ou bien si j'ai un épanchement qui est loculé, à ce moment, il est clair que le cathéter pleural tunnelisé est préféré parce que d'abord c'est beaucoup plus simple, c'est une hospitalisation plus courte, et ensuite je vais vider à la demande et je ne vais pas être agressif par rapport au poumon du malade qui est déjà pratiquement entrappé. Si j'ai une infection sur le cathéter, ça aussi c'est une question qui se pose tout le temps, est-ce que je dois enlever le cathéter ou pas? Les recommandations disent de ne pas enlever le cathéter, de commencer à traiter par des antibiotiques et des traitements classiques, et puis si vraiment ça ne marche pas, on enlève le cathéter. Donc vous voyez que finalement dans cet épanchement pleural malin, à part les traitements du cancer primitif, on a la ponction pleurale évacuatrice à répétition, et puis ça va se jouer entre la pleurodèse chimique et le cathéter pleural tunnelisé, selon la situation du malade. Enfin, l'épanchement pleural tuberculeux. L'épanchement pleural tuberculeux, c'est la forme de tuberculose extrapulmonaire qui est la plus fréquente, et elle a une prévalence qui est très variable. Alors vous voyez que 3,7% aux États-Unis de forme extrapulmonaire, donc atteinte pleurale, 8,7 au Brésil, 6 à 8 en Chine, 10 à 19 en Espagne, plus que 20% en Afrique, 30 à 80% en Inde. Vous voyez donc que l'atteinte pleurale tuberculeuse, elle est vraiment très variable, et probablement que c'est en rapport, évidemment, avec la prévalence de la tuberculose en tant que maladie, la prévalence du HIV aussi. Alors si on est dans un pays à prévalence élevée, la tuberculose est la première cause d'épanchement pleural tout venant, et il faut la considérer devant tout épanchement pleural pour lequel on n'a pas d'étiologie. Le problème diagnostique de cet épanchement pleural tuberculeux, c'est que, je pense que vous savez qu'on a très peu de bacilles dans le liquide, donc c'est souvent difficile de mettre en évidence le bacille tuberculeux dans le liquide pleural. La mise en culture prend beaucoup de temps, et on est souvent amené à faire des procédures invasives. Pourquoi est-ce qu'on fait un épanchement pleural dans la tuberculose? Alors, il y a deux explications classiques. C'est-à-dire que soit au moment de la primo-infection, j'ai la formation de foyers caséeux qui sont sous-pleuraux, et il y en a qui vont s'ouvrir dans la plèvre et donner à ce moment une réaction pleurale qui peut être une réaction pratiquement d'hypersensibilité avec très peu de bacilles. Soit j'ai une réactivation tuberculeuse avec une tuberculose maladie qui va survenir au niveau du poumon et qui peut survenir au niveau aussi de la plèvre. Et à ce moment-là, évidemment, que l'atteinte pleurale va être une atteinte peut-être plus importante, plus inflammatoire, avec plus de germes, et donc sera plus grave. Et certains auteurs ont émis une hypothèse comme quoi, en fait, il y a tout un spectre d'atteintes pleurales qui peut aller de la première, donc l'atteinte par la primo-infection, à la dernière, avec des manifestations intermédiaires, mais ça reste vraiment encore à étudier et à mieux préciser. Ce qu'on sait, c'est que, en fait, le fait qu'on ait des mycobactéries va activer les lymphocytes T, CD4, va induire une hypersensibilité retardée, médiée par les cytokines, donc interféron gamma, et par les interleukines. Et c'est cette hypersensibilité retardée qui va intervenir aussi pour la production de liquide au niveau de la cavité pleurale. Habituellement, l'épanchement tuberculeux est un épanchement qui est unilatéral, qui est minime à modéré. C'est un exsudat lymphocytaire
où le taux de protéines est de façon assez caractéristique très élevé. Donc quand on a des protéines supérieures à 50 grammes par litre, ça nous fait penser à la tuberculose, et qui est pauvre en cellules mésothéliales. Souvent le contexte est évocateur, et on a parlé, je suis allé au Tchad, j'ai vu vraiment des cas que moi je n'avais jamais vus, que vraiment quand j'étais interne, parce que je suis passé dans un sanatorium en tant qu'interne ici au Liban, et j'avais revu des dossiers d'il y a 50 et 60 ans, et j'ai revu pratiquement les mêmes aspects de cavernes, de cavités, de destruction pulmonaire, qu'on ne voit pratiquement ou presque plus maintenant, mais je pense qu'en Afrique ça existe toujours malheureusement, et donc c'est des cas qui ne prêtent pas à équivoque par rapport au diagnostic. L'IDR est peu utile, il y a beaucoup de faux négatifs dans l'IDR, elle est souvent négative alors que le malade a une tuberculose, et si elle est positive, ça ne veut pratiquement rien dire. Maintenant, il y a des marqueurs, des biomarqueurs qu'on retrouve dans l'épanchement tuberculeux qui ont de l'intérêt. Donc le plus connu, c'est l'adénosine déaminase. C'est une enzyme, et cette enzyme existe dans les lymphocytes T activés principalement. Et elle est donc très élevée dans le liquide pleural tuberculeux. Vous voyez que le fait de trouver cette enzyme a une sensibilité qui est très élevée, une spécificité qui est élevée, même chez les sujets atteints de sida. Donc même chez les sujets qui ont des taux de CD4 très bas, on a la même sensibilité, la même spécificité du taux d'adénosine déaminase dans le liquide pleural. Et donc, on peut dire que la valeur prédictive négative pour l'épanchement tuberculeux est très bonne pour un taux d'adénosine déaminase inférieur à 40 unités par litre, que sa valeur prédictive positive est très bonne pour un taux supérieur à 70 unités par litre. Malheureusement, quand on est dans des régions où la prévalence est faible, la valeur prédictive positive diminue et on atteint des taux de 60-65%, ce qui n'est pratiquement plus quelque chose d'utile. La valeur prédictive négative, par contre, reste très élevée. Et donc, on peut dire que si on a un liquide pleural qui ne contient pas d'adénosine déaminase, c'est un argument fortement contre le diagnostic d'épanchement pleural tuberculeux. Alors, dans cette adénosine déaminase, on a deux sous-types, l'adénosine déaminase 1 et 2, et dans l'épanchement pleural tuberculeux, c'est surtout l'adénosine déaminase 2 qui est prédominante. Vous voyez qu'elle représente pratiquement 88% de l'activité totale de cette enzyme. Donc si je mets en évidence un rapport adénosine déaminase 1 sur total faible, c'est encore plus sensible, vous voyez 100%, et plus spécifique que le dosage de l'adénosine déaminase tout venant. Bon, c'est un petit plus. L'interféron gamma est aussi un médiateur qui est utile, un biomarqueur qui est utile. Il a pratiquement les mêmes sensibilités et spécificités que l'adénosine, mais il est plus cher, il a une technique plus difficile et le seuil est encore controversé. Donc il est beaucoup moins utilisé et il faut encore un peu de travail pour que son utilisation devienne plus simple. Il y a beaucoup de biomarqueurs qui sont investigués, des interleukines, alors de tout chiffre, mais j'ai retenu l'interleukine 27, sur laquelle il y a eu des études qui ont montré vraiment des taux de sensibilité et spécificité qui sont très proches de 100% quand on l'associe avec interféron gamma et adénosine déaminase. Donc vous voyez que ces trois biomarqueurs ont vraiment une utilité qui peut être importante dans ce diagnostic. Il n'en reste pas moins que la microbiologie, la culture du liquide, la biopsie avec la culture des biopsies reste la référence, surtout qu'elle permet évidemment de mettre en évidence le bacille, de le typer, être sûr que c'est un bacille tuberculeux, parce que il y a des mycobactéries non tuberculeuses aussi qui peuvent parfois prêter à confusion. Et puis, on peut le mettre en culture, on peut étudier la sensibilité, ce qui quand même est un élément important dans la prise en charge de la maladie.
Alors, l'amplification des acides nucléiques, c'est décevant pour le diagnostic d'épanchement tuberculeux. C'est plus utile dans la tuberculose pulmonaire, mais ici, c'est vraiment décevant. La sensibilité est basse. Elle dépend beaucoup de la positivité des prélèvements. Et puis, la spécificité est très élevée, mais bon, pratiquement, ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité en pratique. Ça a été assez décevant dans le cadre de l'épanchement pleural tuberculeux. De même que pour le expert MTB rifampicine, qui peut avoir une certaine utilité si on est dans le cadre de tuberculose résistante à la rifampicine. Donc ici, ça peut avoir une certaine utilité. Les biopsies, ici la biopsie pleurale à l'aiguille, à l'aveugle, bon, elle est plus rentable que la biopsie pleurale faite dans le cadre d'un épanchement malin, parce que la tuberculose est une atteinte, quand elle va atteindre la plèvre, ça va être une atteinte qui est beaucoup plus diffuse, et donc on a beaucoup plus de chances de retirer un fragment qui soit positif. Mais néanmoins, si la biopsie est faite guidée par l'imagerie, ce sera plus rentable, et puis la thoracoscopie, évidemment, est encore plus rentable. Pour le traitement de cet épanchement, c'est comme le traitement de la tuberculose, évidemment, et en général, la majorité des épanchements disparaissent en quelques semaines. Est-ce qu'il faut vider l'épanchement? On n'a pas l'impression, d'après ce que j'ai pu voir, que ça diminuait les séquelles pleurales ultérieures. La corticothérapie, aussi, beaucoup de gens se disent pourquoi ne pas donner un peu de corticoïdes pour diminuer l'inflammation pleurale et donc ça diminue les séquelles, etc. C'est très controversé. La plupart des gens sont d'accord de si vraiment le malade est très très malade, l'inflammation est très importante, on pourrait utiliser quelques jours de corticothérapie, mais c'est vraiment à réserver au cas par cas, comme on dit. On peut avoir des séquelles pleurales dans 25% des cas. Ces séquelles s'améliorent le plus souvent sans intervention, avec le temps, mais parfois on est vraiment obligé d'arriver jusqu'à faire une chirurgie pleurale pour régler des problèmes de séquelles sévères, des poumons qui sont vraiment complètement entrapés, qui sont détruits et qui posent un problème, ou bien chez des malades où on a une tuberculose multirésistante et où il faut vraiment nettoyer pour aider le traitement, ou bien dans les cas d'empième pleural. Voilà. Merci et bon, je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra discuter si vous voulez bien. Bien, merci beaucoup, Georges. Alors, ce que je peux te dire, parce que je sais que toi, tu n'as pas d'image, tout à l'heure, Bangui, Kinshasa, et maintenant on a en plus Conakry. Ok. Et Tananarive, on les avait déjà tout à l'heure. Bonjour Conakry. Kinshasa, il y a 2 salles finalement, si j'ai bien compris. Effectivement, oui. On en a 2. Oui. D'accord. Bon, écoutez, la discussion est ouverte. Donc je vous demande d'ouvrir votre micro quand vous voulez intervenir et le fermer si vous n'avez pas à intervenir. Qui veut parler? Qui a une question? Oui. On vous Bonjour, écoute. c'est Tananarive. Oui. Ma question, en fait, c'est à propos du poumon trapé, surtout pour les épanchements pleurales d'origine malin. Si on décide de faire une pleurodèse, comment on évalue avant que le poumon n'est pas déjà trapé et que le pleurodèse va être efficace? Est-ce que l'échographie, ça peut aider ou est-ce qu'il faut faire la mesure de la pression intrapleurale? C'est une bonne question. Georges, je t'écoute. Oui, alors évidemment c'est très important de savoir si le poumon est entrapé ou pas, parce que comme vous le suggérez dans la question, si le poumon est entrapé, la pleurodèse, ça va pas marcher. Alors l'échographie, a priori, elle ne permet pas de savoir que le poumon est entrapé, sauf si vraiment on arrive à mettre en évidence un épaississement de la plèvre, ce qui peut être fait avec une échographie. Disons que c'est beaucoup moins
efficace. Le plus simple, c'est de faire une mesure de pression intrapleurale. Et on peut même à la limite tout simplement, si on a déjà mis un drain au malade parce qu'il était très gêné, très dyspnéique, on va se rendre très rapidement compte que le drainage ne se fait pas, que le poumon ne soit suspecter l'entrapement pulmonaire. Et on pourra le confirmer par la mesure de pression, parce que parfois c'est tout simplement une difficulté du poumon à se réexpandre à cause de la maladie qui est au niveau du poumon, par exemple. Donc la mesure de la pression est quand même quelque chose d'important pour qu'on puisse prendre une décision de pleurodèse qui soit vraiment basée sur quelque chose de solide. Oui, Georges, pour compléter ta réponse, tu nous as beaucoup parlé de la mesure de pression, c'est effectivement important. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots comment tu fais en pratique? En fait, on va mettre l'aiguille ou le cathéter ou ce qu'on utilise pour faire la ponction dans la cavité pleurale, et on va le relier avec un robinet à 3 voies à un tube qui monte, donc dans lequel le liquide va monter ou descendre selon si la pression est négative ou positive. Et puis on va, par la 3e voie, on va retirer du liquide de la cavité pleurale. Et donc en reliant la cavité pleurale au tube, on pourra savoir quelle est la pression à l'intérieur de la cavité pleurale. Et puis on va retirer 10 cc par exemple, et en retirant 10 cc, on voit est-ce que la pression diminue ou augmente. On retire 10 autres cc, évidemment selon le malade et l'abondance de l'épanchement. Et on va mettre en évidence à ce moment que la pression va chuter de façon très rapide, elle va devenir très rapidement négative dans le tube, et donc on sait que le poumon est entrappé. Et ça, souvent on n'arrive pas à des pressions très négatives parce que le malade, souvent on se rend compte qu'il faut tirer pour aspirer du liquide. Le malade sent un poids sur la poitrine, donc c'est quelque chose de relativement simple. Oui, merci. Une autre question? Oui, Conakry, on vous écoute. Ok, bonsoir professeur et bonsoir. Merci à tout le monde. Nous, dans nos conditions ici, à part des arguments épidémiologiques en milieu tropical, et aussi le contexte clinique et radiologique du malade, la cytologie du liquide, on n'a que l'IDR ici pour diagnostiquer la tuberculose. On n'a ni l'ADA, on n'a ni l'interféron gamma, ni l'interleukine. Dans ces contextes-là, quelles sont vraiment les conduites à tenir? Et la deuxième préoccupation, c'est que souvent en Guinée, nous avons des difficultés entre les pneumologues et les chirurgiens. Jusqu'où le pneumologue doit s'occuper du malade? Parce que en ce qui concerne le drainage pleural, souvent il y a des débats autour. Certains disent que non, c'est nous les pneumos qui le faisons. Quand nous le faisons, des fois, les chirurgiens thoraciques disent non, que ce sont eux qui doivent faire le drainage chirurgical. Je vous remercie. Oui, alors pour la première question, j'imagine très bien les difficultés qui existent. Évidemment, mais je ne sais pas, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'adénosine déaminase, etc., mais vous pouvez quand même examiner le liquide pour savoir si c'est un exsudat, s'il y a des protéines, LDH, etc., je pense, non? Parce que, a priori, quand le tableau clinique est évident, le tableau clinique est souvent assez évident, et puis si on a un exsudat lymphocytaire, riche en protéines, pauvre en cellules mésothéliales, chez un malade suspect de tuberculose, de par son tableau clinique par ailleurs, je pense que le diagnostic, il est presque posé, pratiquement. L'IDR, par contre, je ne vois pas, elle ne peut que vous induire en erreur finalement, parce que si le malade a un tableau qui est évocateur et que l'IDR est négative, il y a tellement de faux négatifs que ça ne va rien changer.
Et si l'IDER est positive, bon, ça va vous donner un petit argument en plus, mais qui n'a vraiment pas beaucoup de valeur. Donc je pense qu'il va falloir se baser sur le tableau clinique, l'étude du liquide le plus possible avec les éléments que vous pouvez étudier. Et puis bon, évidemment, je pense que parfois il y aura des cas où le traitement va commencer sans avoir un diagnostic de certitude à 100%, mais mieux vaut traiter un tuberculeux mieux vaut traiter en excès que de ne pas traiter un tuberculeux. Donc voilà, je pense que je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation. Pour la deuxième question, alors là c'est j'allais dire c'est un problème d'ego de médecin ou de chirurgien. Mettre un drain thoracique, ça peut être le médecin qui le met, ça peut être le chirurgien qui le met, ça dépend de l'expérience de chacun. Je pense que c'est très important, quand on a un cas qui semble être compliqué, quand on a un épanchement avec des lésions pulmonaires importantes, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait une certaine collaboration entre le médecin et le chirurgien pour la prise en charge du malade. Après, celui qui met le drain, c'est celui qui peut-être a le plus l'habitude de le mettre. Mais c'est important parce que c'est des malades chez qui on peut être amené à avoir besoin de gestes chirurgicaux. Et donc, c'est quand même important que le chirurgien soit dans le coup depuis le début. Si on suspecte que le cas risque d'évoluer vers des tuberculoses plus complexes. Si c'est une tuberculose simple avec un épanchement pleural banal, bon, je pense que les pneumologues sont tout à fait aptes à mettre un drain là-dedans. Bon, voilà, ça c'est mon avis, mais bon. Merci. Écoutez, je passe la parole au professeur Pierre Lair qui est avec moi. Je ne sais pas si vous avez l'image de Paris, non? Oui? Oui. Vous nous voyez ou pas? Non. Je vous passe Pierre Lair. Bonjour à tous. Bonjour à Georges. Je voulais Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. féliciter Georges pour cet exposé très complet. Vraiment, merci. J'étais curieux de venir. Et pour répondre à notre collègue de Conakry, comme a dit Georges, dans les pays de forte endémie, comme chez vous, si on en prend un sujet jeune, en gros moins de 30 ans ou 35 ans, eh ben, une pleurésie, un exsudat lymphocytaire, c'est une tuberculose et il faut le traiter comme une tuberculose. Parce que moi j'ai vu plusieurs cas au Gabon où les gens en ponctionnent, alors la pleurésie guérit, mais la tuberculose continue son chemin et 1 an après ou 2 ans après, on va voir apparaître des cavernes tuberculeuses. Donc, un sujet jeune avec un épanchement exsudatif lymphocytaire, dans un pays de forte endémie, il faut traiter. Alors, au-dessus de 35 ans, évidemment, enfin, les gens plus âgés, ça peut être un cancer aussi. Là, Georges l'a dit, l'adénosine désaminase est un élément très intéressant. Et ça coûte pas cher. Ça coûte 2 € le test. Et c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Il faut un automate, qu'il y a dans tous vos hôpitaux, en fait, c'est qui fait la biochimie normale, les transames, tout ça. Il faut des canaux ouverts pour qu'on puisse intégrer la technique de l'ADA. L'ADA, ça se vend en coffret de 200 doses. Et donc, 2 € le test. Voilà, nous on est prêts à vous aider à installer ça. Enfin, en tout cas, pas dans tous les pays, mais dans 2 pays, par exemple à Madagascar, soit à l'hôpital Bleffelatan, soit à Pasteur, et puis peut-être à Dakar aussi, parce que c'est facile là-bas. C'est le topo. Je fais un topo sur l'adénosine désaminase au congrès de la SAPLF à Bamako. Et je pense que c'est la réunion de consensus de la SPLF. On a rejeté ce test. C'est pour ça que l'Afrique francophone n'utilise pas. Mais c'est un marqueur qui est utilisé en routine en Afrique du Sud. Il y a des tas d'intérêts, les Espagnols aussi, mais bon, je crois que c'est dommage que ce soit pas utilisé dans les pays de forte incidence d'Afrique francophone. Merci. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, on vous écoute. Oui. Je voudrais poser une première question. Quels sont les inconvénients de faire la ponction s'il y a une ponction, une pleurésie bilatérale? Vous avez dit qu'il faut mieux vaut ne pas ponctionner. La deuxième question, quelle est la place du talcage pleural lorsqu'il y a une pleurésie récidivante, surtout lors d'une pleurésie maligne? Merci.
Alors, en fait, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas ponctionner, mais disons qu'on peut ne pas ponctionner chez les malades qui ont une cardiomégalie et un épanchement pleural bilatéral, parce qu'on est pratiquement sûr que c'est une insuffisance cardiaque. Donc, on peut ne pas ponctionner. Donc, il ne faut pas ponctionner. On peut toujours ponctionner et personne ne va vous critiquer si vous avez ponctionné un épanchement pleural. Mais disons que dans cette situation-là, la ponction on peut ne pas la faire et traiter le malade pour son insuffisance cardiaque. Et si l'épanchement persiste, à ce moment, on a tout le temps de le ponctionner de nouveau. Pour ce qui est de la pleurodèse au talc, en fait, d'après les recommandations de la société américaine, si le poumon, dans le cas d'épanchement malin, si le poumon serait expand, donc déjà radiologiquement, et que donc il y a un accolement de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale, la pleurodèse au talc, de même que le cathéter tunnelisé, les deux peuvent être utilisés. Pour eux, c'est équivalent. Donc, on peut faire une pleurodèse au talc sans problème. Alors, on peut la faire soit en mettant le talc à travers un drain thoracique qui est en place, soit à travers une thoracoscopie en pulvérisant le talc à l'intérieur de la cavité pleurale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, une dernière de Kinshasa. Oui, allez-y. Votre expérience. Oui, d'après votre expérience à vous, que pensez-vous de la révalidation respiratoire pulmonaire dans la prise en charge d'épanchements pleuraux infectieux? Pensez-vous qu'il faille recommander éventuellement, parce qu'on a l'impression que ça peut accélérer, raccourcir un petit peu le temps d'hospitalisation? Quelle est votre expérience là-dedans? C'est la réhabilitation pulmonaire, c'est ça? J'ai pas bien entendu. Oui, exactement. Exactement. Oui. Essentiellement, par exemple, souffler ou le spiro-incitatif, question de... Moi, je crois, oui, si vous voulez, moi, mon expérience à moi, c'est vraiment que les malades, plus ils sont actifs, si on peut dire, au niveau respiratoire et pulmonaire, et mieux ça se passe. Maintenant, je n'ai pas d'études faites personnelles sur le sujet, mais c'est clair que plus un malade infecté va faire des exercices, plus il va drainer son poumon, plus il va réexpandre son poumon de façon régulière et quotidienne et répétée, et plus ça ira mieux et il sortira plus vite de l'hôpital, parce qu'il va se prendre aussi en charge de façon plus importante. Et maintenant, vous savez, ces dernières années, on essaye autant que possible de limiter la durée d'hospitalisation des malades pour des pneumonies. Dès que les critères de sévérité de la pneumonie sont partis, on essaie de faire sortir le malade au plus vite. L'hôpital n'a plus d'intérêt à ce moment. Donc c'est sûr que ça rentre dans le cadre du raccourcissement de la durée d'hospitalisation et de l'amélioration de la fonction pulmonaire post-infectieuse, surtout chez les malades un peu âgés qui ont des problèmes de PPCO par exemple ou autres problèmes pulmonaires chroniques. C'est sûr que ça améliore la fonction en post-infection. Très bien. Écoutez, ça dépend du pays, mais il est presque la demi. Je vous propose qu'on s'arrête là. Georges, il y a toujours ta diapo. Si tu éteins la diapo, on aura le plaisir de te voir avant la fin. Il faut que je sache comment, parce que on puisse t'applaudir en te voyant. Merci. Le monsieur de la... Ah non, alors ça, c'est pas ça. Ah si, c'est peut-être ça. Non, écoute, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Échappe. Attends, je crois que je... Voilà. Oui, mais là, on voit plus. Ah, voilà, on te voit. Ah, voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Georges, merci beaucoup. C'était très intéressant et très bien. Je suis sûr que tout le monde t'applaudit. Bon,
tout d'abord, une petite remarque technique. Mais je le mettrai dans le mail que je vous enverrai tous demain. On ne peut désormais nous connecter que 10 minutes avant la conférence, ce qui est un délai très court. Ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à vous connecter une demi-heure comme vous le faites habituellement, ne soyez pas surpris, c'est 10 minutes avant. Ça veut dire aussi que ça nous retarde un petit peu parce que chaque fois, il y en a qui ont des difficultés de connexion, Internet ou autre, et puis de ce fait-là, eh bien, ils mettent 10 minutes, un quart d'heure de plus à se connecter. Ben, on attendra un peu plus longtemps, mais sachez-le. Le deuxième, un petit point, il y a deux salles à Kinshasa, et la salle du haut, avec des jolies tables blanches, là, je ne l'avais pas vu jusqu'ici. C'est quel centre, ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est l'université, la faculté de médecine de l'UNIKIN. Et c'est ça la seule opérationnelle à partir de maintenant. Ah bah alors, bravo. Donc, c'est pas au CNF de l'AUF, c'est à la faculté de médecine. Non, non. De médecine, Bon, ben, oui, c'est de très bien. l'université de Kinshasa, oui. Très bien. Bah, écoutez, vous avez une salle superbe, on l'a vu, tout le monde l'a vu, c'est très bien. Alors, Merci, Diane. Merci, Diane. Merci. et puis, alors, la prochaine séance, eh ben, c'est bientôt, c'est dans 15 jours, c'est le jeudi 31 octobre. Jeudi 31 octobre, à Paris, on aura changé d'heure, mais pas vous, parce qu'on essaie de ne pas vous changer d'heure. Pas de change. Jeudi 31 octobre, ce sera de la tuberculose. On va parler de la pharmacogénomique dans la tuberculose et qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui. C'est Janda Nizel depuis Montréal qui nous fera ça. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Bon courage et à bientôt pour les gens de Bangui. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.